Un dernier virage, une dernière séquence, tous ensemble. Et en plus, vous en avez entendu parler déjà hier, vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux d'Unimev notamment. On va clôturer en parlant de l'innovatoire. Ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que, et Anthony nous dira plus précisément pourquoi, comment ça va se passer, à quoi ça sert, mais ça a une utilité, l'innovatoire, cette plateforme, c'est de continuer à parler après cet événement. C'est qu'on se parle en dehors des événements, que l'événement soit perpétuel. Donc pour nous parler de l'innovatoire, je vais appeler sur scène 3 personnes. D'abord Edith Keller. Edith, bonjour Edith. Je te laisserai te présenter une fois que tu seras sur scène, si ça te va bien. Ok. Bertrand Pullman. Bertrand, voilà. Et Anthony Fouet. Anthony, prenez place. On va vous amener les micros. Vous avez la zapette. Alors voilà, on va se donner 1 heure pour essayer de comprendre pourquoi l'innovatoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à travers 2 exemples qui sont les tendances et les sciences sociales et l'anthropologie, et puis répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur, encore une fois, cette plateforme qui permet de vivre en communauté de manière asynchrone, avec beaucoup de contenu. Donc Anthony, je te donne le premier micro, le premier passage, c'est ça? Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Anthony? Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est correct? Bon, très bien. Déjà, vous dire que je suis ravi de présenter ce beau projet au nom d'Unimev et au nom de tous ceux qui ont travaillé sur l'innovatoire dont on va bien sûr parler. Je ne savais pas trop entre nous comment commencer mon introduction. Il y a beaucoup de choses à dire, on ne sait jamais trop quels vont être les premiers mots. Et finalement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi, ça m'a décoiffé les cheveux, enfin c'était très très intense. Et finalement, c'est en discutant avec certains d'entre vous et en ayant des échanges de mails ou par téléphone que je me suis dit que j'allais commencer par vous présenter les choses en simplement vous disant que l'innovatoire c'est un nom. Et si en régie on peut m'envoyer les premières slides, ça va m'aider en plus à me lancer dans mon propos. Super, merci beaucoup. Donc c'est un nom. J'ai pu entendre, on a pu constater à droite à gauche que certains le qualifiaient d'invocatoire, donc il y a une dimension mystique de la chose, mais ce n'est pas vraiment ça. On en a aussi parlé de l'observatoire, donc ce n'est pas un observatoire non plus. Et puis la palme revient sans doute à quelqu'un qui est dans la salle, mais que je ne citerai pas, qui a dit à quelqu'un de l'équipe, ah tiens, ça a l'air super votre trucatoire. Voilà, ça a l'air super le trucatoire, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air très bien. Donc c'est aucun de ces sobriquets-là, l'innovatoire, c'est donc un néologisme, vous l'avez compris, qui est constitué de 2 mots, innovation et laboratoire. Et finalement, ça résume très bien la promesse de valeur de ce qu'est cette plateforme digitale, ce site internet. C'est d'être un lieu de création d'idées, de débats, d'échanges et d'itérations, avec comme ligne directrice très affirmée de décloisonner les savoirs, de décloisonner les visions et les réflexions. Donc l'innovatoire, c'est une idée, c'est un pourquoi initial, et ce pourquoi il a été formulé par les professionnels du secteur des salons chez nous, qui réfléchissaient aussi beaucoup à l'avenir de la filière, et qui ont fait peut-être le constat de choses à améliorer, ou en tout cas de déficits liés intrinsèquement à cet objet salon. Le premier sujet était peut-être un déficit en termes de communication. On parle beaucoup de ce secteur-là sous l'angle de ses mètres carrés, de sa logistique, et puis aussi de son angle économique, mais on en parle finalement encore assez peu sous l'angle de sa richesse historique, de sa richesse sociétale, de rencontres. Et il fallait sans doute avoir une plateforme qui réponde à cela. Le deuxième déficit, qui est peut-être lié au premier, était peut-être un manque d'une source de contenu. Autant il y a une presse spécialisée, des médias qui font très bien leur travail sur tout ce qui relève de son actualité proche ou à venir, autant il manquait peut-être là aussi une plateforme d'idées, une plateforme qui soit beaucoup plus peut-être anglais sur la prospective, la réflexion, qui prenne un petit peu plus de hauteur ou de recul, j'allais dire, par rapport à l'objet salon. Donc le constat a été posé, un double objectif a été fixé à cette plateforme. Le premier objectif, qui doit s'afficher normalement mais qui ne s'affiche pas, c'est d'être une source d'inspiration à l'interne. Voilà, donc que les professionnels que vous êtes de cet écosystème du salon ou plus généralement de l'événement, que vous soyez un organisateur, un lieu événementiel, un prestataire,
un client, vous puissiez venir piocher sur cette plateforme des bonnes idées, des concepts, des partis pris et des éléments à retirer, en tout cas, qui pourront derrière compléter vos process, j'allais dire, vous servir de veille. C'est la première vocation. La deuxième vocation, c'est d'être un levier d'attractivité et d'influence à l'externe et d'aller peut-être intéresser, en parlant enfin du monde du salon et de l'événement différemment, d'aller intéresser des gens qui peut-être ne s'y intéressent pas aujourd'hui d'eux-mêmes, que l'on parle des jeunes talents, des étudiants, que ce soit des universitaires ou des académiciens, que ce soit des experts d'autres domaines aussi, qui n'ont peut-être pas conscience de la richesse de ce secteur. Donc, le double objectif pour cette plateforme était posé. Donc, rester bien évidemment, comme toujours, le plus simple, c'était le comment. Et donc ce comment, ça a été un long chemin sur lequel ont marché plusieurs parties prenantes. Tout d'abord, The Boson Project, voilà, qui nous a accompagnés dans la structuration de la démarche. Vous avez pu voir hier Marie Duroy-Yamamoto sur l'une des tables rondes. Il y a également Claire Glémaud et Daphné Bellinane, je tiens à les citer parce qu'elles ont fait un énorme boulot. Elles ne venaient pas initialement du secteur des salons. Elles travaillent pour beaucoup d'entreprises puisque The Boson Project, c'est un cabinet qui accompagne les secteurs et les entreprises dans leur transformation, en remettant toujours l'homme au cœur du raisonnement. Et donc elles nous ont accompagnés, elles nous ont challengés, elles ont apporté une vision différente et elles ont construit aussi bien la démarche de fond, la forme que ça allait prendre, et puis elles ont rédigé les premiers articles que vous avez peut-être déjà pu constater sur l'innovatoire.fr, mais j'en reparlerai. Et ensuite, les autres parties prenantes, donc le groupe de travail qui s'est longuement et intensément mobilisé sur l'accompagnement de cette démarche, donc, pour certains qui sont dans cette salle, et puis Bertrand qui est sur l'estrade aussi, voilà, qui ont accompagné avec The Boson Project la structuration de la démarche, et puis Unimev et le comité des expositions de Paris qui sont les financeurs de cette opération et qui ont là aussi se sont impliqués dans le déroulement général. Donc ça c'est le chemin, c'est le pourquoi, et tout ça a abouti, au bout d'un an de travail très riche, avec beaucoup de débats, à un site internet qui est en ligne, qui a été mis en ligne le 12 juin, et qui donc c'est l'innovatoire.fr, donc vous pourrez le consulter, pas pendant que je parle parce que sinon vous avez pu m'écouter, mais juste après. Enfin, juste après que l'édité ici est terminé aussi, bien sûr. Dans le train retour, voilà. Il y a déjà 4 articles qui ont été publiés, il y en a beaucoup d'autres qui vont venir. C'est un site internet qui s'organise de manière assez classique finalement, à pas réinventer l'eau chaude, mais il y a une page d'accueil où vous pouvez consulter les articles sous format blog. Vous pouvez vous abonner à une newsletter, enfin toutes les fonctionnalités, j'allais dire, assez classiques. Et puis il y a 2 matrices de lecture pour consulter le contenu. La première matrice, c'est que des thèmes, c'est une lecture par thème, donc ce fameux groupe de travail dont je viens de parler a réfléchi à des thèmes qu'on pouvait travailler et qui allaient mettre en exergue des spécificités du monde du salon. L'un des thèmes est celui de l'esthétique, forcément pour faire écho avec CUSR aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Le thème des dynamiques de communauté, le thème de la créativité, la question en tout cas de se poser si le salon ou un événement est un média. Donc tous ces thèmes ont été construits ou sont en train d'être construits et vont donner lieu à des publications régulières au travers de 6 approches, on pourra les appeler 6 rubriques. Sans rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce sont simplement des manières de traiter le sujet. Pour illustrer ce que je dis, l'approche interaction vise à parler d'un sujet sous l'angle des sciences sociales. L'approche espace vise à parler d'un sujet sous l'angle de son aménagement, de sa mise en scène, de sa scénographie. Donc voilà aujourd'hui où en est l'innovatoire. 4 articles, je vous l'ai dit, plutôt pour le moment sur un style rédactionnel, mais vous verrez très vite, on va panacher et dynamiser les formats de lecture, format podcast, vidéo, infographie. On a été très vigilants pendant la phase de création de cette plateforme à ce que ce soit du contenu que vous ne mettiez pas non plus 25 minutes à lire parce qu'on sait que le temps est précieux. Donc tout ça a été calibré et vous aurez bien sûr tout loisir de vous en emparer, puisque c'est la suite de mon propos que j'ai travaillé, mine de rien. Donc l'innovatoire, ce n'est pas la plateforme d'Unimev, de The Boson Project ou de quelqu'un d'autre, c'est votre plateforme. C'est une plateforme collaborative qui s'organise de la manière suivante, comme ça vous aurez tous les détails. Il y a un comité éditorial que je remercie avec des membres éminents voilà, à la fois de la profession donc, événementielle, et puis également d'autres personnes qu'on est allé chercher avec le groupe de travail, et notamment Edith Keller qui fait partie du comité éditorial, justement pour continuer d'apporter cette vision différente, cette pluralité d'analyse,
et cette multiplicité d'angles de vue. Unimev, bien sûr, nous, on est là, en quelque sorte, la courroie de distribution et on prend le relais une fois que le comité éditorial a fixé les angles stratégiques. Donc, à nous, ensuite, d'aller rencontrer les contributeurs, d'aller co-rédiger, interviewer, etc., administrer la plateforme. Donc, je passe assez vite sur notre rôle que vous imaginez très bien. Et enfin, peut-être la partie prenante la plus essentielle, finalement, c'est vous. Cet outil est fait pour que vous en empariez, aussi bien que vous utilisiez le contenu pour vos équipes, pour vos clients, dans vos stratégies même personnelles. Le niveau le plus classique, j'allais dire, c'est simplement d'interagir avec des articles, de les partager, de les commenter. Donc tout ça est finalement assez usuel quand on parle d'une plateforme de ce type. Et puis également d'être à l'origine de contributions, puisque vous avez des fonctionnalités sur le site internet qui vous permettront justement de soumettre des idées d'articles, des angles d'analyse, et ensuite charge à nous, vous et Unimev, de préparer ce travail de rédaction et de voir vos productions publiées. Voilà. C'est le dernier rôle finalement du comité éditorial, c'est d'être garant du contenu qui sera publié. C'était la fin de mon propos sur cette plateforme digitale, très orientée donc sur les tendances et sur l'inspiration. Ça ne reste qu'un outil. Et cet outil est finalement, je pense, le reflet de choses dont on va aborder au travers des propos de Bertrand et d'Edith. Tout d'abord, d'une démarche qui s'intéresse à l'homme. Voilà, l'idée était peut-être de pouvoir compléter les visions qu'on a depuis très longtemps du salon par l'approche des sciences sociales, des sciences humaines, de l'anthropologie. Mais là, je vais sur le terrain de Bertrand et je ne vais pas faire long feu. Donc, en tout cas, lui-même, vous verrez qu'il va angler son propos à ce titre. Et puis, je pense que c'est aussi le reflet d'une autre démarche qui vise en tout cas à mettre au cœur de la stratégie d'entreprise le travail sur sa désirabilité, sur son attractivité. Et donc là aussi, c'est Edith qui parlera justement de tous les enjeux pour les entreprises, de ce monde compétitif comme on l'appelle aujourd'hui, en tout cas de réfléchir à ce qu'il a à proposer et à apporter à ses clients, mais aussi à la société. Merci à tous et au plaisir de voir plein de contributions. Bonjour, écoutez, tout d'abord vous dire que je suis... Alors comment on fait la zapette, voilà. Super. Donc vous dire que je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'adore les salons et que pour nous ce sont des vrais repères et que j'y suis aussi bien en tant qu'exposant que visiteur que partenaire. La deuxième raison, c'est que pendant ces jours, j'ai rencontré des gens de qualité, j'ai appris à me mettre debout avec les expositions, j'ai été interpellée, et ça c'est quand même magique, et c'est bien. Merci à Unimev, merci à Philippe de m'avoir laissé participer. Et alors surtout, pourquoi je participe à cet innovatoire? Parce qu'il y a une chose que tu n'as pas dite, et moi c'est ce que vous m'avez dit au tout départ, c'était comment valoriser votre profession. Moi, je vous avoue que je meurs de tristesse de voir à quel point il y a un désamour pour l'entreprise. Et c'est vrai que je trouve que déjà redonner l'amour de l'entreprise, ce serait un truc fantastique. Donc tout ce qui va vous valoriser va redonner de l'amour pour vous et c'est quand même pour moi essentiel. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a cet enjeu redoutable aujourd'hui de rendre l'entreprise agile et créative. C'est un enjeu qui est essentiel pour toutes les générations, mais alors absolument indispensable pour tous les milléniums qui arrivent sur le marché, et je ne vous parle pas de la génération Z. Donc l'agilité et la créativité, il va falloir quand même réussir à faire du très direct. Pour ce qui est de Carlin, on est depuis 70 ans là pour proposer à nos clients des scénarios du futur. L'intérêt de ces scénarios du futur, c'est qu'il faut absolument qu'ils tombent au bon moment pour rencontrer le désir du client. Et c'est si on est dans le bon timing qu'on va créer de la tendance. Si on est un peu trop tôt, un peu trop tard, on ne crée pas de la tendance. Et ça, c'est tout l'enjeu. Donc, l'innovatoire, pour moi, si on peut avancer dans les slides, l'innovatoire, pour moi, c'est la première phase de la créativité.
Vous savez que pour faire de la créativité, il y a 2 phases absolument indispensables qui sont la divergence et la convergence. Dans la divergence, vous allez chercher à créer des ponts, puisque c'est ça l'intelligence, c'est créer des ponts. C'est enrichir, pouvoir faire des tonnes d'hypothèses. C'est une phase durant laquelle il faut absolument être sans jugement. Il faut tout appréhender. Ça va vous paraître... Et puis surtout, c'est creuser des idées qui ne sont pas forcément les siennes. Je vous raconte juste une petite anecdote. Je suis encore en workshop la semaine dernière avec une grosse compagnie d'hôtels. Et ils ont fait venir les Chinois avec eux. Et puis à la fin du workshop, ils me disent, tu vois, ce qui nous surprendra toujours en France, c'est comment la seule obsession pour vous, c'est de défendre vos propres idées et pas forcément de créer une idée collective. Et ça, je peux vous dire que c'est une réflexion que j'ai entendue, mais sans arrêt. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, même dans le milieu professionnel, on est omnibulé en France par défendre sa grande idée. Et on parlait hier des difficultés des grandes entreprises textiles françaises à s'exporter vers l'extérieur. Et je pense que c'est beaucoup dû à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez dans le collectif. Donc ça, c'est vraiment un vrai souci. Et moi, vraiment, cette notion de divergence, c'est souvent quelque chose qui est extrêmement maltraité parce qu'on veut aller au plus vite, on veut aller vite à la rationalisation, gagner du temps. Et c'est une énorme erreur de ne pas passer par cette phase. D'autant qu'elle peut vous permettre de faire partager des idées, justement, et de créer de l'intelligence collective. Alors derrière divergence, il y a forcément convergence. Et convergence, ça veut dire décider de consensus très très fort. Parce que, encore une fois, et ça va être une chose qu'on pourrait peut-être parfois entendre de l'innovatoire, oui, mais c'est trop perché. Sauf que n'oubliez pas que si on ne part pas un peu perché, avec les systèmes de marge, avec le quotidien, il ne reste plus rien de votre concept. Donc c'est vrai que ça me paraît indispensable de partir un peu perché pour qu'il reste quelque chose en finale. Donc, pour ce qui est de notre propre mode de fonctionnement chez Carlin, parce que ça, une fois qu'on a fait tout ce travail de divergence, convergence, ce qui est important chez nous, c'est on suit depuis plus de 20 ans, en fait, tout ce qui est motivation collective. Quand on met motivation collective, on suit donc tout ce qui se passe en matière de culture, de tradition, de connexion et de divertissement. On dirait entertainment au sens large. Et puis, on focus sur tout ce qui est motivation individuelle. Le care, l'engagement, l'expression de soi, le luxe. Bien sûr, le luxe pour soi, le luxe pour les autres. Bien sûr, après, on va faire ce travail de convergence, divergence, de recoupement. Et puis, là, nos créatifs vont traduire, interpréter tout ça pour proposer de nouveaux codes esthétiques. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut réellement parler d'anticipation créative. Moi, c'est vrai que je vous avoue que je suis un peu fatiguée de voir à quel point le mot tendance, on commence à parler de tendance des gâteaux à apéro, on commence à parler... Enfin, je veux dire, stop, alors j'ai rien contre les médias, le métier de tendanceur, c'est quand même un métier où on fait de la prospective, où on crée de nouveaux codes esthétiques, où on crée de nouveaux, vraiment, scénarios. Si on prend par exemple un thème qui est majeur pour nous, qui est le bien-être. Alors on est passé du bien-être au mieux-être avec une vision extrêmement holistique. On est en train de passer à une solution de betterness, où on va adjoindre la notion de body positivisme. Cette notion de body positivisme va travailler sur la notion de l'estime de soi. On va toucher aux neurosciences pour voir comment justement on peut donner plus d'estime de soi. Et ça va forcément avoir une influence sur les communautés, le rapport à l'autre. Donc c'est comment toutes ces grandes tendances qui sont des motivations profondes, pérennes, évoluent à travers le temps et comment vous arrivez à re-raconter des histoires en restant cohérent, mais en restant aussi excitant. Donc ça, c'est vraiment pour moi un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, on est face à un consommateur. Alors, on a parlé du consommateur expert. Alors ça, c'est fini. Il est évaluateur. Il passe son temps à nous évaluer, le consommateur. Et qu'est-ce qu'il attend? Alors, j'ai beaucoup
promu cette idée, mais c'est de l'engagement. Il faut savoir que les milléniums, ils découvrent une marque parce que la marque a pris une position extrêmement forte, parfois disruptive et parfois provocatrice. Mais c'est ça qui leur fait découvrir une marque. Qu'ils ont une capacité à décoder absolument incroyable, aussi bien les codes esthétiques que des mots. Donc il faut vraiment avoir conscience de cet engagement. Pour autant, il demande beaucoup de cohésion et pour autant, il demande aussi beaucoup d'excitation parce qu'ils se lassent des choses extrêmement vite. Et ça, c'est toute notre société. Donc, pour moi, toute cette notion de créativité, donc une grosse partie de ce qu'offre l'innovatoire, c'est aussi une façon de mettre de l'intelligence collective, de mettre les gens en mode projet et donc de créer justement cette émulsion créative pour aller plus loin dans le projet. Alors, on a parlé de l'anticipation créative. Une chose pour nous qui est extrêmement importante aussi, on travaille à 3 temps. On travaille la prospective à 3 ans, 5 ans. C'est de plus en plus difficile parce que vu les bouleversements, ça devient un peu compliqué. Parce qu'effectivement, forcément, toutes ces grandes motivations sont sujettes à des facteurs majeurs qui peuvent être l'invention, qui peuvent être le bouleversement, qui peuvent être l'expérience et qui peuvent être aussi, heureusement, les divergents, c'est-à-dire ces gens puissants qui tout d'un coup vont amener un autre regard sur le monde et nous entraîner dans une autre réflexion. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de déterminer à 3-5 ans. Ensuite, bien sûr, il faut bien re-raconter une histoire nouvelle à vos consommateurs. Ça, c'est le 18-24 mois. Et puis, l'excitation. J'en parlais beaucoup. Ce mot, il me paraît, au-delà de l'expérience, aujourd'hui, vraiment, ce que nous, on ressent, c'est qu'il y a cette volonté d'excitation. On est dans un monde où l'émotion devient majeure, hélas. Mais, enfin, pas hélas, mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Ce serait bien qu'on arrive à mettre aussi un peu de cerveau dans tout ça. Donc, il y a aussi ce timing qui est très important. Et je vous avoue qu'en pensant au salon, je me disais, c'est vrai que vous travaillez assez bien l'avant, très bien le pendant la plupart du temps, et jamais l'après. Et pour moi, l'après, c'est le moment de la fidélisation. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer de fidéliser vos clients si vous ne créez pas une communauté. Et moi, c'est vrai que communauté autour des salons, alors il paraît qu'il y a des exemples, je ne les ai pas en tête. Donc je pense que vraiment l'après, c'est quelque chose que vous pourriez booster pour l'avenir. La dernière chose, pour moi, c'est la traduction de nos méthodes. On a fait pour Coty, qui est le leader du parfum, un jeu de la tendance. En fait, Coty, c'est dur le parfum, ils viennent d'être achetés par Procter. En fait, les codes sont extrêmement étroits. On ne peut quasiment pas décaler ces codes de communication. Et pour autant, il faut sans arrêt être aussi dans cette excitation. Donc, en fait, on a fait un jeu où on a créé des cartes avec des cibles nouvelles, des attentes nouvelles, des innovations marché, des codes esthétiques, des codes marketing, sur lesquels les créatifs, mais pas seulement, les marketeurs, pendant leur workshop, travailler avec ça pour s'ouvrir l'esprit. Alors, il y a un gros avantage, c'est l'ouverture d'esprit. Et le deuxième gros avantage, c'est quand même l'intergénérationnel et le mix des expériences intergénérationnelles pendant ces workshops. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, ce jeu a après contaminé les RH, et les RH s'en servaient pour voir si nos jeunes cerveaux tout frais moulus des écoles de commerce étaient aussi des créatifs. Donc voilà typiquement, et ça c'est des jeux qui peuvent permettre justement une vraie créativité. Et là typiquement l'innovatoire pour moi c'est justement ce tapis d'éveil. C'est vraiment ce qui va vous permettre de jouer sur des idées et de mélanger et de rejeter aussi tout ce que vous n'aimez pas pour aller plus loin. Donc voilà, j'espère. Alors oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Moi, c'est vrai qu'à l'époque de la big data, j'ai trouvé un nouveau mot que j'adore par un neurologue qui a dit que c'était. Excusez-moi, je l'ai perdu. Ah oui, l'infobésité. J'aime beaucoup ce mot d'infobésité et de big data. Et c'est vrai qu'au moment de cette big data, je voudrais juste croire que le hasard, la rencontre,
peut encore créer la prochaine grande idée. Donc j'espère que l'innovatoire sera ça, vous permettra de créer la prochaine grande idée, que Carlin pourra participer à la prochaine grande idée. En tout cas, voilà un peu notre position par rapport à l'innovatoire à qui on souhaite grand succès. Et je pense que tu as raison, c'est vraiment à vous de jouer parce que plus vous enrichirez et plus il sera fort. Et surtout, moi je vois le danger chez nos clients, c'est vrai que dans le quotidien, c'est difficile de se projeter sur quelque chose qui vous emmène loin. Et il faut se forcer un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Bertrand Pullman, je suis professeur de sociologie et d'anthropologie à la Sorbonne. J'ai publié jusqu'à maintenant des travaux dans le domaine de la sociologie de la santé et de la sociologie du sport. Et je prépare actuellement, en liaison avec l'UNIMEV, un livre sur l'univers des salons. Assez curieusement, il n'y a pas de sociologue qui se soit véritablement penché sur cet objet jusqu'à maintenant. Tant pis pour eux, mes collègues n'y ont pas encore pensé. Ils ont eu tort parce que les événements que vous organisez sont passionnants évidemment pour un sociologue. C'est le prototype de ce que nous autres on appelle un fait social total, c'est-à-dire un fait social qui met en jeu de très nombreuses interactions, qui se jouent sur tous les grands registres de la vie sociale, politique, économique, esthétique, etc. Et donc je prépare ce livre qui prendra la forme d'un beau livre. Il y aura des photos et puis moi je ferai un texte sociologique, mais sociologique grand public, pas trop perché quand même. Et ça paraîtra à l'automne 2019 aux éditions Duno. Donc je serai sans doute amené à vous en reparler dans d'autres occasions. Pour ce qui est de l'innovatoire, j'ai eu la chance de participer à la préparation de ce projet. C'était absolument passionnant parce que c'était vraiment une expérience de co-construction. Je sais que le mot est un peu galvaudé aujourd'hui parce qu'il est trop utilisé, ça a été évoqué hier, mais il est vraiment approprié dans le cas présent puisque on s'est réunis entre des professionnels, des représentants d'une fédération professionnelle, des acteurs d'une filière d'un côté, d'autre part une agence, en l'occurrence Boson Project, spécialisée dans l'accompagnement de la transformation, et puis des représentants du monde académique comme je peux l'être. Et on a vraiment échangé, on s'est enrichi mutuellement, on n'a pas hésité à se critiquer les uns les autres, on s'est parlé franchement. Et moi j'ai vu le projet évoluer depuis le numéro 0 il y a plus d'un an jusqu'à ce qu'on vous présente aujourd'hui sur Internet. The Boson a fait un projet absolument magnifique, a fait un boulot que je trouve remarquable. Anthony prend le relais de façon splendide. Donc j'espère vraiment que c'est un outil qui va être utile à la profession. On a vraiment été dans le dialogue et dans l'enrichissement mutuel, et j'insiste sur ce terme d'enrichissement mutuel. Quand on a préparé la session ensemble, initialement, on m'avait indiqué le fait que on souhaitait que je parle de ce que les sciences humaines et sociales pouvaient apporter au secteur. Et j'ai dit, bon, tout à fait d'accord, mais il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Si on est en train de parler de rencontres, c'est dans les deux sens que l'enrichissement se fait. Bien entendu, moi je peux, avec mes concepts, mon regard anthropologique, je l'espère vous apporter des choses, mais je ne viendrai pas si je n'avais pas le sentiment que vous-même, vous pouvez être très fortement inspirant pour moi. Vous êtes dans un secteur absolument magnifique, totalement transversal, qui manipule des polarités opposées, tradition, modernité, concentration, ouverture sur le monde, qui sont très fortement inspirantes pour des chercheurs en sciences humaines. Alors, je voudrais, à travers quelques remarques, vous donner un exemple de comment vos préoccupations résonnent aux oreilles d'un chercheur en sociologie et en anthropologie, et vous entendre en retour me dire mais comment ça résonne en écho à vos oreilles.
En préparant le dernier numéro de l'Innovatoire centré sur les questions d'esthétique, en regardant le programme de la manifestation ici à Rennes, et puis en vous écoutant attentivement hier, il m'est venu évidemment tout un tas de réflexions sur les fondements anthropologiques des catégories que vous utilisez, en l'occurrence celle de la rencontre, celle de l'esthétique et celle du lien entre la rencontre et l'esthétique. Ce qu'il faut entendre par fondement anthropologique, c'est simplement les fondements qui tiennent à la spécificité de l'espèce humaine, ce qui fait le propre de l'espèce humaine. Du côté de la rencontre, c'est très simple. Les fondements anthropologiques de la rencontre, il y en a deux que j'ai envie de mettre en avant. Le premier, c'est ce que nous autres anthropologues, nous appelons l'immaturité postnatale du petit humain. L'une des intervenantes hier, l'une des toutes premières intervenantes, a projeté une photo d'un nouveau-né. Elle était déjà dans le vif du sujet. Une des grandes spécificités de l'espèce humaine, c'est que la durée de la grossesse est extrêmement courte par rapport à la durée totale du développement. Ce qui fait que le développement se poursuit après la naissance, c'est que le petit humain, lorsqu'il naît, est dans un état de désaide et de dépendance totale par rapport à son extérieur. Il faut qu'il fasse des rencontres, parce que sinon, il en va de sa survie. Ça a des avantages très positifs, qui sont que les synapses, les connexions entre les neurones dans l'espèce humaine ne sont établies qu'à 30% au moment de la naissance. Et ça veut dire que ces synapses vont s'établir dans les 1 ou 2 ans qui suivent, en liaison avec les stimulations qui viennent de l'extérieur. Alors que chez un chimpanzé ou un gorille, c'est établi à 80% au moment de la naissance. Cette durée relativement courte de la grossesse étant une conséquence du mode de locomotion bipédique des êtres humains. C'est pour ça que je me suis levé pour parler, pour que vous voyez bien que je ne suis pas un chimpanzé. Non, quand j'étais jeune, je faisais ces cours en rentrant à 4 pattes dans les amphis, mais maintenant je ne peux plus parce que je n'arrive plus à me relever. Donc ça, c'est le premier point. La rencontre, elle est coextensive à la condition d'être humain. Il n'y a pas de survie possible pour un être humain sans rencontre d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, je me permets, alors j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais vous verrez, je l'espère à la fin, pourquoi je parle de ça. Je me permets de rappeler quand même que pour que naisse un être humain, il faut qu'il y ait un rapport, sauf cas particulier de la science médicale à la procréation, il faut qu'il y ait un rapport sexuel entre un homme et une femme, qui est la forme la plus magnifique, merveilleuse de rencontre. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, et Dieu sait que vous en faites, pour organiser de splendides rencontres. On n'a pas fait mieux jusqu'à présent. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que vous pourriez puiser un peu plus à cette source pulsionnelle d'inspiration dans l'organisation de vos manifestations. Bon. Donc, première, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre des Chip and Dale sur la scène. C'est l'occasion de vous dire que vous pouvez réagir via l'application et ce sujet, en général, génère réaction. Et c'est l'occasion de dire à Bertrand aussi que du fait qu'il ait décidé de se balader sur l'estrade, une partie de la diffusion est diffusée en 3D sur son visage. Voilà, que tu le saches. C'est un choix. En tout cas, vous pouvez réagir, des questions, des remarques, le fil est ouvert. La deuxième dimension anthropologique de la question de la rencontre, c'est ce que le très grand anthropologue Claude Lévi-Strauss appelle l'alliance. La prise en charge du petit humain qui est dans cette situation de désaide, elle se fait par la famille, par les familles. La forme de la famille est très différente d'une société à une autre, à un point qu'on n'imagine pas quand on ne connaît pas la documentation anthropologique. Le nombre de conjoints ou de conjointes possibles, le type de conjoint, l'âge respectif des conjoints, le rôle des conjoints dans l'éducation des enfants varie très profondément d'une société à une autre. Mais il y a quand même un grand invariant. Cet invariant, c'est Lévi-Strauss qui l'a souligné, c'est la prohibition de l'inceste. Le fait que dans toutes les sociétés humaines, il est interdit pour toute personne d'avoir des rapports sexuels et a fortiori d'épouser un certain nombre de ses parents. Je reste volontairement vague parce que la liste des parents prohibés varie suivant les sociétés.
Quand on s'interroge sur les fondements de la prohibition de l'inceste, l'explication qui vient spontanément à l'esprit de tout le monde, c'est que ce serait pour éviter les dommages biologiques qu'entraînent des unions entre proches consanguins. Toute la doxa est remplie par cette représentation. Or, c'est absolument pas convaincant. Il suffit de faire quelques remarques très simples pour s'en rendre compte. D'abord, le cercle des parents prohibés est très différent d'une société humaine à une autre. Ensuite, vous avez beaucoup de sociétés où, si je parle d'un point de vue masculin, deux femmes qui sont exactement à la même distance de égaux en termes de consanguinité sont l'une interdite, la relation est considérée comme étant incestueuse, l'autre non seulement autorisée, mais même fait l'objet d'un mariage préférentiel. Vous avez beaucoup de sociétés où il y a certaines cousines qu'il est interdit d'épouser, alors qu'il y en a d'autres, il y a une grosse pression sociale pour que vous les épousiez. Ils ne sont pas débiles, les indigènes, ils sont quand même parfaitement capables de se rendre compte qu'en termes de consanguinité, ces deux femmes sont exactement à la même distance de égaux. Et puis, de toute façon, vous avez beaucoup de sociétés où tombent sous le coup des interdits de l'inceste des personnes avec qui il n'y a aucune consanguinité. C'est vrai en droit français, par exemple. En droit français, les parents par adoption sont frappés, au niveau du Code civil, par les tabous de l'inceste. Vous adoptez un garçon, un peu plus tard vous adoptez une fille issue d'une autre famille, ce garçon et cette fille n'ont pas le droit de se marier ensemble. On ne peut pas invoquer la volonté de se protéger contre la consanguinité, il n'y a pas de consanguinité. Donc Lévi-Strauss explique qu'il faut bien trouver d'autres explications, et son explication tourne autour de ce qu'il appelle la théorie de l'alliance, c'est-à-dire le fait que la prohibition de l'inceste, en fait, il ne faut pas l'entendre uniquement comme une règle qui est interdite. C'est une règle qui a aussi une face positive, qui est qu'elle oblige chacune des lignées familiales à rencontrer d'autres lignées familiales et à établir avec ces autres lignées familiales des relations d'alliance. Les Papous de Nouvelle-Guinée, ils disent que le but réel d'un mariage, c'est pas tellement de se procurer des femmes, c'est de se procurer des beaux-frères. Pourquoi ? Parce que quand on a beaucoup de beaux-frères, on est beaucoup plus puissant. Et à nouveau, c'est une affaire de survie de l'espèce. C'est pour ça que c'est des fondements anthropologiques. On est beaucoup plus puissant que quand on est isolé. Pour le dire très très concrètement, si on remonte à des temps paléontologiques, pour chasser un mammouth, il vaut mieux être 70 parce qu'on a beaucoup de beaux-frères qu'être juste 2 ou 3 parce qu'on a 2-3 petits frères qui en plus sont des gringalets qui ne vous servent à rien. Voilà. Donc la rencontre, elle est consubstantielle à la condition humaine. Dans les sociétés archaïques qui ont pu être observées par des anthropologues récemment, cette dimension, jusqu'au XXe siècle, cette dimension est très très présente. Les sociétés qui ont les formes d'organisation les plus archaïques sont ce que nous autres anthropologues on appelle les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des sociétés qui ne pratiquent ni l'agriculture ni l'élevage. Dans ces sociétés, les gens vivent répartis dans des petites bandes qui comptent au maximum une centaine de personnes, qui nomadisent tout le temps, et il ne peut pas y avoir des concentrations humaines plus importantes parce que sinon vous épuisez les ressources naturelles en gibier et en végétaux sauvages. Mais à échéance régulière, souvent tous les ans, une fois par an, parfois plus fréquemment, ces bandes se réunissent. Elles se réunissent pour se rencontrer et pour procéder à des échanges. Quel type d'échanges ? D'abord des échanges matrimoniaux, des échanges de femmes, parce que précisément les règles de la prohibition de l'inceste font que vous ne pouvez pas souvent vous marier à l'intérieur de votre propre bande. Et puis aussi des échanges matériels, les bandes se passent des trucs. Alors c'est des tout petits trucs, parce qu'évidemment ils vivent dans un grand dénuement. À nos yeux, ça paraît pas grand-chose. C'est quelques plumes pour se décorer, des piquants de hérisson pour fabriquer des armes, etc. Mais pour eux, c'est tout à fait essentiel. Et ce qui est très frappant, c'est là où je veux en venir, c'est qu'au moment de ces rencontres, l'esthétique joue un rôle très important. On pourrait imaginer que ces rencontres, elles se passent uniquement sur un registre matériel, mais non. Ces rencontres, souvent, durent 1 ou 2 jours. Alors, les plus connus, c'est ce qu'on appelle le potlatch chez les Indiens Kwakiutl, ou les cérémonies Inti Chuma chez les aborigènes d'Australie. Il y a des chants, il y a des danses, il y a des performances. Comme si
le fait de partager des émotions esthétiques permettait de pacifier un espace de rencontre et ensuite de passer à des registres d'échanges matériels plus efficaces. Voilà. Alors, fort de cela, je me suis dit, je vais prendre une petite tapette, je me suis dit, mais cette affaire de sentiment esthétique, il faut que je reprenne la documentation anthropologique et que je regarde depuis quand. Et voilà. Je me suis souvenu des travaux d'un très grand préhistorien qui s'appelle André Leroy-Gourand, dont j'ai eu la chance de suivre les cours au Collège de France quand j'étais étudiant, qui insistait sur le fait que l'émergence du souci esthétique avait été incroyablement ancien au cours de l'hominisation, au cours du process qui est allé des premiers primates jusqu'à l'être humain actuel. Et il insistait notamment sur le fait que dès les premiers outils en pierre taillée, c'est tout à fait extraordinaire, on voit un souci esthétique se mêler à l'activité matérielle. Il y a de l'humain sur Terre, alors ça dépend des critères qu'on prend, mais si on prend le mode de locomotion bipédique, il y a de l'humain sur Terre depuis à peu près 7 millions d'années. À 3 millions d'années, il se passe quelque chose de très important, c'est que les êtres humains deviennent omnivores. Les primates, les autres primates ont un spectre d'alimentation assez restreint. Les humains, pour des raisons qui tiennent à l'assèchement du climat à l'époque, sont devenus omnivores. Et on voit apparaître à 3 millions d'années les premiers outils en pierre taillée. Ces outils en pierre taillée sont ce qu'on appelle des choppers, c'est-à-dire des ustensiles qui sont taillés uniquement d'un côté, par percussion. On fait apparaître un bord tranchant. Il faut attendre encore à peu près 1,5 million d'années pour qu'apparaissent les premiers bifaces. Et ce qui est très frappant, c'est que très vite, il y a un souci esthétique dans la taille des bifaces. Il y a des préoccupations, très vite en 100 000 ans, il y a des préoccupations de symétrie, de beauté, qui manifestement dépassent la simple exigence matérielle. Alors après, ça ne cessera de se perfectionner et vous avez dans la documentation des choses absolument extraordinaires. Par exemple, celui qui est ici à droite sur l'image, c'est un biface qui a plus de 100 000 ans, qu'on a retrouvé sur un site en Grande-Bretagne, où l'Homo erectus qui a taillé ce biface, quand il a commencé sa taille, il s'est aperçu que dans le bloc de silex qu'il avait pris, il y avait un coquillage qui était incrusté. Et il a ensuite taillé, on est à moins 100 000 ans, il a ensuite taillé le biface de façon à ce qu'il soit bien inséré, bien centré. Donc là, il y a vraiment des préoccupations esthétiques qui déjà ont émergé. Si on regarde les plus vieux signes d'activité graphique, ça date à peu près de la même époque. Alors, ça n'arrête pas de reculer, évidemment, en fonction des découvertes paléontologiques. Actuellement, le site le plus ancien, c'est un site qui se trouve en Afrique du Sud, c'est la grotte de Blombos, où on a retrouvé deux choses. D'une part, des petits morceaux d'ocre gravés comme ça, qui datent de moins 73 000 ans. Et sur le même site, des premiers témoignages de parure, donc d'une préoccupation esthétique dans les mouvements du corps. Ce sont des coquillages percés comme ça qui ont servi à fabriquer des colliers. Et puis ensuite, bon, c'est une explosion incroyable. Quelqu'un a évoqué la grotte Chauvet hier pendant vos débats. C'est une explosion incroyable au moment du Paléolithique supérieur, avec des endroits comme la grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux, qui sont des lieux de rencontre. Et où la préoccupation esthétique est très présente, puisque les animaux, on pourrait imaginer que les animaux qui sont représentés sur les parois des grottes, c'était les animaux qui étaient chassés. Non, pas du tout. C'était le renne, le principal gibier à l'époque. Les animaux qui sont représentés sont des animaux, alors on ne sait absolument pas à quoi ça renvoyait dans l'esprit des gens, évidemment, puisque personne n'était là pour filmer ce qui se passait. Mais visiblement, c'est le reflet d'une mythologie qu'avaient ces êtres humains. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Lascaux, c'est à pleurer tellement c'est beau, c'est une émotion incroyable. Et on peut imaginer qu'à nouveau, on est là dans le registre de l'émotion partagée et de la pacification dans les mœurs qu'introduit l'émotion partagée. Alors, si on s'interroge sur les fondements dans la vie animale de l'émergence de soucis esthétiques,
Ce que les éthologues, les spécialistes du comportement animal vous disent, nous autres anthropologues, on est très proches des œnologues et des éthologues. Ce que les éthologues vous disent, c'est que les fondements biologiques du souci esthétique résident dans les parades nuptiales et dans l'incroyable déploiement de beauté qui ont lieu dans le règne animal autour des parades nuptiales. Là, je vous ai mis ces photos parce que je trouve que l'exemple est magnifique. Donc, c'est un animal, un oiseau qui vit en Australie et qui, pour séduire les femelles, attirer les femelles, construit un nid en forme de voûte et les femelles sont attirées par la couleur bleue. Donc, l'oiseau en question passe un temps fou à assembler tout ce qu'il peut trouver autour de lui dans la nature. Ça peut être des capsules en plastique hein, de bleu. Et vous voyez, ça attire la femelle dans le nid. Donc, je suis désolé, mais je retombe sur ma question de la pulsion sexuelle que j'avais évoquée tout au début. Et alors, moi, je suis un spécialiste de sciences sociales très imprégné de psychanalyse. Donc, je reprends les grands textes de Freud sur l'émergence du souci esthétique. Et je tombe sur le fait qu'un des grands concepts centraux de la psychanalyse, c'est le concept de sublimation, qui désigne cette capacité spécifique qu'a la pulsion sexuelle d'être dérivée, l'énergie de la pulsion sexuelle peut être dérivée vers des activités qui ne sont pas directement sexuelles, en particulier des activités artistiques. Songez à l'importance qu'a le nu, par exemple, dans la peinture ou dans la sculpture, sans pour autant perdre de son énergie. Et là, je me dis, vous puisez pas assez dans vos événements aux sources pulsionnelles de ce qui nous attire dans les rencontres. Vos rencontres, sincèrement, sont merveilleuses. On a évoqué hier le travail qui a été fait au Grand Palais autour de la Biennale Paris. Moi, j'y suis allé, j'ai été bluffé. C'est splendide. Mais vous pourriez faire davantage. Vous jouez presque exclusivement sur le registre sensoriel du visuel. Jouez davantage sur d'autres registres qui sont pleins de sensualité, sonore, olfactif, gustatif, tactile, kinesthésique, etc. Moi, j'aimerais bien, j'ose pas là, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné des patins à roulettes qui me permettraient de me promener parmi vous, là, en patins à roulettes, pendant que... C'est ça dont on se souvient après. Pourquoi vous n'avez pas accroché votre philosophe à un filin qu'il aurait balancé au plafond quand il partait en vrille? Pourquoi vous n'avez pas mis un hologramme d'un petit ballon de foot qui serait venu taquiner à Yagon entre ses pieds pendant qu'il parlait? Vous avez les moyens techniques de faire tout ça et vous ne jouez pas suffisamment, me semble-t-il, dessus. Hein. Vos événements sont d'une sensualité extrême. Quand on va à un événement comme ça, il y a une promesse. Ça fait 35 ans de mariage, Mathieu connaît mon épouse, je suis quelqu'un de très calme hein, de ce point de vue-là. Mais il y a une promesse de sensualité de la rencontre, des rencontres qu'on va faire. Et vous pourriez jouer davantage dessus, me semble-t-il. Voilà ce que je voulais vous dire. Anthony, peut-être une remarque sur la proposition de notre dernier intervenant? Vous pouvez répéter la question? Non, la parole est donnée à la salle, vous l'avez compris. Est-ce que vous pouvez envoyer ce qui a été proposé, des questions, des retours? On va voir s'il existe une application en vue. Anthony? Oui. Alors non. Voilà, pas d'application en vue. Voilà, le site a été configuré dès le début pour être consultable depuis les téléphones. Voilà. Donc il n'y a pas d'application de prévue. Ok. Et toutes les fonctionnalités fonctionnent de la même manière que vous soyez sur le site ou sur votre téléphone, enfin sur votre ordinateur portable, pardon.
Des remarques, des questions, on peut les poser à l'oral, hein, même si ça peut être impressionnant. Oui, non, peut-être. Moi, j'en ai une. Là, à cet instant, qu'est-ce que vous attendriez à la sortie de cet événement de la part des gens qui ont vécu cet événement pour venir nourrir la plateforme? Si vous aviez une attente et que vous deviez la spécifier en direct, ce serait laquelle? Alors j'ai bien compris qu'il y avait des attentes autour de la sensualité, on peut peut-être les préciser, mais voilà, il y a probablement du contenu. D'abord, sous ta surveillance, Anthony, je pense que au moins les livrables, les scribes, tout ça seront postés sur la plateforme. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais peut-être, Madame Keller? Ah bah, moi, je l'ai dit, hein, c'est l'engagement. C'est-à-dire que je trouve que vos salons ne sont pas assez engagés et qu'aujourd'hui, il faut que vous arriviez à définir des... Alors, je ne peux pas parler de stratégie parce que c'est un peu violent, mais vraiment attirer avec vous des communautés qui croient réellement dans le sens de tout ce que vous faites. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment absolument indispensable pour le futur. J'ai une deuxième question moi, qui m'a traversé l'esprit. Je peux Vas-y, répondre vas-y. à la première quand même. Bien sûr. C'est mon côté un peu ramener ma fraise. Non, moi, ce que j'attends, c'est finalement que ça fasse tache d'huile. Parce qu'il y a une phrase de quelqu'un que j'écoute parfois qui dit que le savoir, c'est la seule richesse que quand on la partage, on la diminue pas, mais au contraire, on l'augmente. Donc voilà, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est dit. Si à minima, quand vous sortez d'ici, vous êtes en capacité de parler de l'innovatoire et d'emporter avec vous ce souffle d'énergie, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Hier, il y avait une remarque qui était faite par Ruthie qui disait que les millennials, selon elle, sont plutôt sur la qualité que la quantité. Vous visez beaucoup de publications ou plutôt des publications qualitatives? Qui évalue la qualité d'une publication? Enfin, c'est des questions que personnellement je me pose quand j'entends parler de ce très bel objet que vous avez créé ensemble. C'est une histoire de rythme. C'est toujours le même problème. Vous avez à la fois besoin de contenu très très dense, extrêmement intéressant qui vous ouvre des horizons, et puis vous avez besoin de micro-émergences qui vous font réagir. C'est exactement ce qu'on disait, dans à la fois le besoin de cohérence et le besoin d'excitation, et on en est vraiment là, et d'interpellation. Et je pense que c'est pas l'un sans l'autre, c'est vraiment l'un avec l'autre. De toute façon, la créativité, c'est ça, hein, c'est le et, c'est jamais le ou. Hein. Donc on est vraiment. Mais est-ce qu'il y a un bon rythme à respecter ou ce sera le rythme? Il y a le rythme du contenu, excusez-moi l'expression, descendant, enfin qu'on injecte par le comité éditorial, et puis il y a le rythme remontant, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un bon rythme remontant? Parce que je crois que les stats, c'est que, par exemple, sur les blogs de moto, enfin les endroits où les gens sont fans, et là on peut être fan de son univers hein, professionnel, je crois que c'est 20% d'acteurs qui postent 90% des posts, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez une ambition qui est supérieure à ça? Ça se passe comment? Voilà. Je pense qu'on ne s'est pas fixé, j'allais dire, de ligne directrice trop fermée là-dessus. En tant que millennials, parce que j'en fais encore partie, je crois, pour quelques mois peut-être. Non, c'est terminé depuis hier soir en fait, bon, officiellement, donc je voulais te l'annoncer devant tout le monde. Le post-millennial, on regarde ma vie d'avant. Trop mature, millennials. Non, voilà, la volonté, c'est, je crois qu'on a tous compris, c'est que ce soit du contenu qualitatif, qu'on prenne le temps aussi de le construire, à plusieurs s'il faut. Après, le rythme de parution, je sais que l'équipe de communication qui est derrière aussi tout ça, Hélène et Marine, vont publier une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des articles au compte-gouttes sur des nouveaux sujets, sur des nouveaux thèmes, justement pour que vous ayez le temps aussi d'absorber tout cela et petit à petit rentrer aussi dans l'aventure. Donc mais là, on retombe dans de l'hyper technique, mais voilà, vous serez bien évidemment tenu. On ne vous lâchera pas, hein, ça c'est sûr. Au bon sens du terme. Il y a des questions, peut-être Bertrand voulait vous en saisir, enfin, ou à la limite, celui qui veut sur la scène. Prochain thème de l'innovatoire, sublimer la sensualité de nos événements. Comment réagit une partie du comité éditorial? Vous posez des questions difficiles. Hein. J'ai viré des étudiants de l'amphi pour moins que ça. Non, vous connaissez l'histoire. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un amphi et que c'est pas possible. Vous connaissez l'histoire du rabbin. Si je commence à vous raconter de l'histoire juive, c'est qu'on est devenus très très copains déjà. Hein. Un rabbin qui se promène avec des pastèques et 2 énormes pastèques sous le bras, et il rencontre une de ses ouailles dans la rue qui lui dit « Ah, Rabbi, je suis très très content de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est la rue Ben Yehuda ?» Et le rabbin lui dit « Tenez-moi les pastèques. » Il donne les pastèques et il fait « Je ne sais pas. »
Voilà, comment vous voulez que je réponde en 30 secondes à des questions comme ça? En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on souhaite voir venir pour le site, c'est le reflet de votre enthousiasme. Et moi, c'est ça que je veux faire sentir dans le livre. La puissance, la beauté, l'enthousiasme qui traverse le secteur, c'est vous qui en êtes porteur. Et l'enthousiasme, il est communicatif. C'est le message que je ne cesse de faire passer à l'UNIMEV depuis que je travaille avec eux. Pas de discours déploratoire sur les difficultés de la profession, etc. Non. Un discours sur le fait que ce que vous faites est splendide parce que de fait ça l'est et ça pourrait l'être plus encore. Et j'espère que l'Innovatoire va être un agent pour ça. Il y a une autre question que je trouve intéressante personnellement. Quel pont entre l'innovatoire et le grand événement? Alors peut-être qu'elle s'adresse plutôt d'abord à toi, Anthony. Ah oui, alors là je vais demander à Pierre-Louis et à Muriel de revenir. Non, vous l'avez compris, l'innovatoire c'est un lieu d'idées. Donc évidemment tout ce qui pourra faire passerelle dans un sens ou dans un autre d'ailleurs sera la bienvenue. Mais bon. Pas de stratégie particulière pour le moment, ce sont des projets qui vivent indistinctement les uns des autres, mais je pense que ce qui est intéressant c'est de voir depuis ma vigie la convergence en quelque sorte de beaucoup de choses, une filière qui se prend en main, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas a vraiment envie d'aller de l'avant. Qui s'assume et se regarde positivement. Exactement, parce que Bertrand il nous dispute des fois, hein, donc c'était pas facile pour moi, mais il a eu raison de dire qu'il faut qu'on soit positif et qu'on arrête de parler de nous aussi. C'est un outil de fierté, je pense que tout ce qu'on est en train de faire montre on crée des outils de fierté aussi pour nous. C'est bien de parler à l'extérieur et d'attirer les gens, mais si on est fier de ce qu'on fait, c'est encore mieux. Alors avant de basculer la proposition qui est l'apéro, peut-être une deuxième remarque, il y a la personne rêvée pour une interview. Alors je sais pas, elle est peut-être difficilement elle peut être interprétée de différentes manières cette question. Est-ce que la personne rêvée, ce serait pas quelqu'un de la communauté des adhérents? Je sais pas comment vous répondez à cette question. Bertrand, Anthony, Edith. Si tu me passes le micro à chaque fois, je vais pas lâcher le truc. Hein. Non, moi j'ai un vieux rêve en quelque sorte, que ce soit sur l'innovatoire ou sur un événement, on fait souvent des panels. Donc on fait les focus group, etc. Et on interviewe des gens qui, en quelque sorte, réagissent en spontané. Je rêve un jour d'avoir des gens qui ne viennent jamais sur un événement, qui s'en foutent complètement, et qui viennent nous dire, mais non, moi j'ai pas envie de venir sur votre événement. Et qu'on creuse ça. Et c'est un peu le syndrome du soldat inconnu. Donner la parole à des gens qui sont très 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 loin de tout ce qu'on fait, je pense que ce serait pas une leçon de vérité, mais d'un seul coup, une piqûre intéressante. Enfin, si je peux me permettre, déjà accompagner une personne qui vient pour la première fois dans vos salons et regarder votre salon à travers ses yeux, je pense que déjà ce serait très instructif. Le message est passé. Un dernier message à faire passer. J'ai l'impression qu'on a balayé. Thème possible, la transmission des savoirs. Donc là, on re-questionne est-ce que c'est un bon sujet ou pas un bon sujet vu de chez vous? Enfin, un sujet adapté ou d'avenir? Une remarque, Edith, Bertrand? Pas seulement des savoirs, je dirais, la transmission d'une façon générale. Une des choses qui me frappe dans les salons que j'ai visités, c'est que parmi les plus réussis, il y a ceux qui trouvent un très bel équilibre entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire que vos salons, ils sont souvent ancrés dans une histoire, pas forcément parce que les salons sont très anciens, mais parce qu'ils peuvent parler de secteurs qui sont vraiment enracinés dans quelque chose de très puissamment passé. Et en même temps, vos salons doivent être à la pointe de la modernité en permanence, parce que, évidemment, vous cherchez à être des porte-paroles et des présciences sur l'avenir. Donc je trouve que la question de la transmission, c'est une belle question pour vous, mais pas uniquement des savoirs, aussi je reviens à mon affaire, des émotions aussi. Des émotions. Et des comportements aussi. Enfin, c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de témoignages sur des salons type Bijorka, Première Vision, etc. où en fait les gens y allaient non pas pour les exposants, mais pour voir les visiteurs. Tellement ça dégageait justement une émotion, une sensualité, de polysocialité. Donc il ne faut pas oublier non plus
de valoriser ça. C'est vrai que ça me paraît... et dans le comportement, plus vous accueillez bien votre visiteur, plus il est heureux, plus il fait savoir. Enfin voilà, donc on est dans cette même phase. Une dernière question qui va s'adresser à Bertrand. Anthropologiquement, l'apéro, ça sert à quoi en fait? Puisque c'est réclamé régulièrement dans tous les événements que j'ai le plaisir d'animer. Ça sert à quoi? Ce qui vous servira de lien avec la dernière séquence qui sera un apéro deuxième étage. Ça sert à célébrer le fait qu'on a été extrêmement heureux ensemble pendant ces 2 jours et qu'on se retrouvera encore l'an prochain. La dimension cyclique de vos événements est quelque chose d'extrêmement important. La question du rythme d'alimentation de l'innovatoire est une question importante. Donc, à l'apéro, et à l'apéro, il va se passer des rencontres et des surprises. Souvent imprévues. Merci beaucoup à tous les trois.